Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler apprentissage par renforcement et notamment de la méthode acteur. Dans les vidéos précédentes sur l'apprentissage par renforcement, nous avions vu entre autres, alors hop, j'ai fait des playlists, nous avions vu entre autres dans cette vidéo par exemple, on avait utilisé cet environnement où il faut faire tenir en équilibre un bâton, d'accord, en déplaçant un chariot à droite ou à gauche. Donc l'agent doit apprendre de ses erreurs et faire en sorte que ce bâton tienne le plus longtemps possible. Donc ce qu'on avait vu, c'est qu'avec des petits réseaux de neurones assez simples, on arrivait à atteindre cet objectif. Quelle était l'idée? L'idée était de faire donner à notre réseau de neurones, donc qui ressemblait à ceci, réseau de neurones qui prenait en entrée l'état du système. Donc là c'était on avait juste 4 valeurs: position du chariot, vitesse du chariot, angle de la barre et vitesse de rotation de la barre. On donne l'état en entrée et en sortie on va obtenir l'espérance des gains que l'on peut avoir si on prend telle ou telle action. Donc en sortie on a autant de sorties qu'il y a d'actions possibles. Là il n'y en a que 2, droite ou gauche. Et grâce à l'équation de Bellman que l'on avait vue, on arrive à évaluer cette espérance de gain et du coup on arrive à faire apprendre à notre réseau quelle va être la meilleure des actions à prendre. Donc ça se terminait par un argmax sur cette fameuse valeur Q, espérance des gains. Alors cette méthode est une méthode qu'on appelle très souvent la méthode critique. Il existe une autre méthode et ensuite des cumuls de ces méthodes, une qui s'appelle acteur. Alors on va travailler, on va reprendre le même exemple parce que c'est intéressant pour comparer les méthodes, hein, pour voir celles qui sont les plus efficaces. Je vais repartir du même environnement. Donc on va partir sur un réseau qui va être exactement le même d'un point de vue de l'architecture en tout cas, puisqu'on aura toujours les états en entrée. Je vais toujours mettre 2 couches intermédiaires, hein, ça sera un perceptron. Et en sortie, on aura toujours 2 neurones pour 2 actions. Sauf que cette fois-ci, on n'aura pas d'espérance de gain de quoi que ce soit. On aura tout simplement une sortie softmax, un vecteur de probabilité qui va tout simplement décrire notre politique. Pour rappel, la politique, c'est le choix des actions pour se déplacer dans notre environnement que l'on décrit par des chaînes de Markov. Donc on va avoir directement un vecteur de probabilité qui va nous dire aller à droite ou aller à gauche. Donc l'architecture est la même, mais la sortie du réseau n'est pas la même et ne nous indique pas la même chose. Du coup, pour ce qui est de la fonction de perte, la dernière fois avec notre valeur Q, j'avais pris une erreur quadratique. Ici, on va faire en fait plutôt quelque chose qui ressemble étrangement à un calcul d'entropie croisée. Alors, ce qu'on nous dit dans les papiers qui parlent de cette technique, pour ce qui est du gradient, on va prendre en fait en fonction de perte moins log de ce que nous donne notre politique. La politique, donc c'est ce qui nous donne l'action lorsqu'on est dans un état donné, hein, et qui nous permet donc de donner à l'agent ce qu'il doit faire. Ça dépend bien sûr des paramètres θ. Là, ça va être pour un réseau de neurones, par exemple, les poids et les biais. Donc, ici, pi, c'est directement la sortie de notre réseau de neurones, vecteur de probabilité. Donc, on va faire moins log de cette sortie, multiplié par, ce qui est souvent traduit par une fonction avantage. Alors, avantage, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner tout simplement l'espérance des gains dans l'état dans lequel on est. Si vous vous rappelez bien des premiers slides, des premières vidéos qu'on avait vues, on avait vu que Richard Bellman nous faisait calculer sur les états une valeur V, qui est l'espérance des gains que l'on peut avoir quand on est dans un état. C'est ce que l'on va calculer ici. C'est en fait une moyenne mobile exponentielle. Hein. Donc on va faire une petite fonction pour calculer l'espérance des gains dans un état donné, et on va multiplier ça par moins log de la sortie de notre réseau. Et normalement, celui-ci devrait apprendre et nous faire tenir ce bâton en équilibre. Bon, on peut passer directement au code. Alors, on va déjà décrire le modèle. Le modèle, comme je l'ai dit, c'est le même que la dernière fois, même architecture. La seule différence est l'ajout de ceci.
une fonction d'activation sur la sortie avec la fonction softmax. On va ensuite faire une fonction qui va calculer alors ce qu'on appelle souvent discount rate. Vous allez voir ça dans des articles ou dans du code que vous pouvez lire. On a souvent cette fonction. C'est la fonction qui nous permet de faire ceci. L'espérance des gains dans un état donné. Que va-t-elle prendre en entrée? Elle va prendre donc l'historique des retours que l'on a eu lorsqu'on a eu des interactions avec notre environnement. À chaque fois, on a un retour, donc qui peut être une récompense ou un malus, peu importe. On va parcourir tous ces retours, mais en partant de la fin. C'est ce que l'on indique ici, hein. On parcourt de la fin jusqu'au début. Et on va tout simplement appliquer la formule, elle est toute simple, hein. Discounted sum, donc au début elle est à 0, hein. Et puis on va y ajouter la récompense et gamma inférieur à 1 bien sûr, puisqu'il faut que tout ça converge, inférieur à 1 mais tout de même très proche de 1. Quand on est très proche de 1, on va voir relativement loin, si on est à 0,99 par exemple, si on est à 0,98 voire 0,95, on va pas voir très loin dans le temps. Donc voilà, en réglant ce gamma, ici je l'ai mis à 0,98 comme la dernière fois, et donc c'est avec cette fonction qu'on va pouvoir évaluer dans un état donné l'espérance des gains. Alors on va juste regarder un petit peu ce que ça donne en l'attestant avec des choses un peu différentes, juste pour avoir une meilleure intuition de ce que donne cette fonction. Bien, prenons par exemple la série de récompenses suivantes. Donc là on n'est pas allé bien loin, on a tenu 4 cycles, le bâton a tenu 4 cycles en l'air sans tomber, puis on tombe et donc on arrête l'expérience. Donc là on va pas très loin, on va mettre un gamma de 0,95 et je ne vais pas normaliser, je dirai un petit mot sur la normalisation après. Voilà, donc ça va nous transformer notre série ici en ceci. Alors si on prend une série où l'agent se débrouille beaucoup mieux, imaginons qu'on ait trouvé une meilleure politique, voilà, qui nous fasse durer un peu plus le truc. Là, on voit que les valeurs ont changé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit justement? C'est là où c'est plus intéressant que de prendre les retours, parce que ici, on a un retour de 1, ici, on a un retour de 1, mais on est tout de même dans une meilleure situation ici, puisque ici, c'est un état qui finalement nous permet de durer plus longtemps. Donc, on voit que on va avoir une note qui est plus élevée, mais bon, cette note, c'est donc l'espérance des gains, donc c'est logique, elle est plus élevée. Alors qu'ici, avec le même retour, on est toujours à 1, la même récompense, le même reward, on a quelque chose qui est moins élevé. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre plutôt l'espérance des gains que le gain lui-même, parce que ça nous permet de savoir si l'état est plutôt favorable à ce que l'on veut faire ou pas. Voilà pour cette fonction, et comme on le fait assez souvent, on va normaliser. On va normaliser comme les couches de normalisation qu'on utilise par exemple sur les réseaux convolutifs. On va centrer les valeurs, donc en fait on va faire en sorte d'avoir une moyenne qui soit nulle, donc on va retrancher la moyenne, et on va faire en sorte d'avoir un écart type qui soit égal à 1, donc on va diviser par l'écart type. On ajoutera aussi un petit epsilon, histoire d'éviter d'avoir des divisions par 0. Bon, alors maintenant qu'on a tout ça sous la main, on a un modèle. On sait évaluer, on sait calculer l'espérance des gains que l'on peut avoir dans un état. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà comme la dernière fois. Il va falloir qu'on fasse vivre à notre agent des expériences pour récupérer tout un tas de valeurs et pouvoir faire nos calculs plus tard de descente de gradient pour faire l'apprentissage. On va faire appel à notre modèle. Alors ce qu'on avait vu, c'est que il nous faut, quand on fait l'apprentissage par renforcement, une politique exploitation, exploration. Au début, on explore beaucoup. On va faire des actions de façon un peu aléatoire. Ça ne sert à rien d'interroger l'agent, il n'a pas encore appris. Et au fur et à mesure qu'il va apprendre, on va lui laisser progressivement la main, mais tout en laissant encore un petit peu d'exploration au cas où, pour qu'il peaufine son apprentissage. Donc la dernière fois, on l'avait fait en forçant le ratio exploitation exploration. Cette fois-ci, on va le faire d'une façon un peu différente. On va faire ça avec cette fonction np random choice. Donc on va regarder
ce qu'elle permet de faire. Alors le mieux c'est de prendre des petits exemples. Donc, je vais faire import numpy as np. Voilà. Alors on va lui donner une série de chiffres, par exemple 0, 1, 3. On peut lui donner une géométrie, on verra ce que ça fait si on n'en donne pas tout à l'heure. Par exemple, ici je vais donner 10, 10, pourquoi pas. Et on va lui donner une série de probabilités. Alors les probabilités que l'on va donner là sont des probabilités de voir les nombres qui sont ici. Donc comme j'en ai 3, il va falloir en donner 3. Je peux donc par exemple demander à cette fonction de me donner à peu près 10% de 0, enfin de me donner des 0 avec une probabilité de 10%. On va mettre 0,6 pour les 1 et pour la dernière valeur, alors là j'ai pas le choix, 0,3, il faut bien sûr que la somme des probabilités soit égale à 1. Et il ne faut pas oublier la parenthèse, voilà. Donc là on a un tableau, et si on regarde bien, normalement on doit avoir à peu près 10% de 0, donc pas beaucoup, à peu près 60% de 1, on voit ici qu'il y a une majorité de 1, et à peu près 30% de 3. Donc voilà ce que fait tout simplement cette fonction. Si on lui donne pas, hop, je vais mettre la parenthèse, si on lui donne pas de géométrie, on va avoir tout simplement un chiffre mais qui est toujours donné avec le calcul qu'on vient d'expliquer ici. Et pour ce qui est du premier paramètre, alors on peut le simplifier parce que très souvent ici on donne une série de chiffres mais qui se suivent, 0, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Donc ce qu'on peut faire, c'est donner par exemple uniquement 3. Et si je donne 3, c'est équivalent, pas ce que j'ai fait avant, mais c'est équivalent à ceci. 1, 2. Donc ça nous évite d'avoir à écrire toute la liste, même si bien sûr ça se génère très facilement. Mais on peut lui donner comme ceci. Alors bien sûr, si je mets un 4, je vais avoir une erreur, mais je suis sûr que vous avez compris pourquoi. Parce qu'ici on va avoir 0, 1, 2, 3, et ici on n'a que 3 probabilités. Donc voilà pour cette fonction, hein. On lui donne une série de valeurs, une série de probabilités, et on a quelque chose donc qui répond à ces probabilités que l'on donne ici. Au final, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, hein, qu'est-ce qu'on a dans notre code? Alors, je vais lui donner le nombre d'actions. Donc comme ça, déjà, cette fonction va nous dire soit action 0, soit action 1. Il n'y en a que 2 ici, hein, à la gauche, à la droite. Et on va lui donner la probabilité que nous donne notre réseau. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Au début, notre réseau va nous donner en gros un 50-50 sur les 0 et les 1, sur aller à droite, aller à gauche, parce qu'il n'a pas encore appris. Donc une fois sur deux, on va choisir la valeur, une fois sur deux, le réseau va choisir la valeur. Et normalement, au fil de l'apprentissage, si tout se passe bien, bien sûr, le réseau va être de plus en plus sûr de lui. Donc au fur et à mesure de l'apprentissage, on devrait passer à des 0,703, puis 0,802, 0,901, etc., etc. Le réseau devrait être de plus en plus sûr. Et au fur et à mesure que le réseau va être sûr, on va choisir son action. Donc on va passer plutôt en exploitation. Donc ça c'est une autre façon de donner la main au fur et à mesure au réseau. Alors bien sûr la méthode peut être discutable, hein, mais comme tout algo, là on est en train de dire que plus le réseau est sûr, plus sa réponse devrait être bonne, et donc plus on va lui laisser la main. C'est pas forcément vrai, mais il se trouve que ça marche très bien ici. Donc on va l'utiliser. On l'utilisera aussi dans la prochaine vidéo lorsqu'on fera la combinaison des deux techniques que l'on vient de voir, actor et critique. Mais là déjà on va faire juste actor. Et une fois qu'on a choisi l'action, on n'oublie pas de d'en récupérer, pardon, juste la probabilité. On va récupérer les probabilités. C'est ça que l'on va noter dans notre tableau, dans notre liste de probabilités ici. On en aura besoin, comme on l'a vu. On va donner ça à la fonction log. Donc voilà pour la récupération des données. Une fois qu'on est arrivé sur un état final, on arrête et on sort de notre boucle. Alors, on a des données, on a nos probabilités, et on a aussi les rewards. Mais les rewards, on a dit qu'on allait transformer ça en espérance de gain. Donc on va faire appel à la fonction qu'on a vue tout à l'heure. On n'oublie pas de normaliser. Et maintenant, on peut faire notre calcul de perte.
il est tout simple. C'est ce qu'on a vu. On va faire moins log des probabilités qu'on a en sortie de réseau de neurones et on va multiplier ça par l'espérance des gains. Et ceci sera notre perte. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment simple à mettre en œuvre. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait avant, mettre ce genre de choses en œuvre est vraiment très très simple. Donc on va regarder ce que ça nous donne comme résultat. Ce que j'ai fait pour pouvoir comparer, j'ai un peu amélioré le code qu'on avait vu la dernière fois ici pour essayer d'avoir un nombre plutôt modeste de cycles d'apprentissage avec la méthode critique qu'on a vue là, et on va la comparer, hop, on va la comparer à la méthode qu'on a ici. Alors je vous remettrai sur mon GitHub la version améliorée de ce qu'on avait vu dans cette vidéo. Bien sûr, ce que j'ai dit dans cette vidéo est valable d'un point de vue algorithmique, c'est juste que j'ai trouvé de meilleurs hyperparamètres, hein. J'ai juste trouvé des hyperparamètres qui donnent de meilleurs résultats. Et j'ai fait tourner 10 fois l'algo, et on va voir les graphes. Alors bien sûr, attention à faire des statistiques avec 10 mesures, c'est pas bon, mais c'est suffisant pour avoir une petite idée. Bien, alors voilà le graphe. Donc ici en bleu, on a ce qu'on avait fait ici, d'accord, la méthode critique. On a en abscisse le nombre, alors j'appelle ça le nombre d'expériences qu'on a fait vivre à l'agent pour qu'il puisse arriver à l'objectif. L'objectif, c'est arriver à rester debout sur 200 cycles. On a le nombre de cycles ici. Quand vous voyez un point, c'est un état final. On a atteint l'objectif. Donc avec la méthode critique, voilà, on est à peu près entre 400 et 500 cycles d'apprentissage. On arrive à notre objectif. En orange, c'est la méthode que l'on vient de voir aujourd'hui. Alors ce que l'on voit, c'est que on a des résultats ici qui sont meilleurs, entre 200 et 300. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de résultats qui sont pas bons du tout. Ici, on en a 1, 2, 3, 4 qui sont partis complètement à l'ouest. Donc la méthode est beaucoup plus instable. Alors c'est un peu rageant ce genre de courbe. En ingénierie ou en entreprise, quand on a ça, on est content parce que on est à moitié content parce qu'on trouve une méthode qui est un peu meilleure, mais en même temps on a une méthode qui est très instable et donc elle est difficilement vendable. Est-ce qu'il vaut mieux une méthode stable, un peu moins bonne, mais qui donne à peu près toujours les mêmes résultats, ou quelque chose d'aussi instable? On est un peu toujours partagé devant ce genre de courbe. Mais en tout cas, voilà les résultats. Résultats un peu meilleurs, mais la moitié du temps seulement. Donc ce qu'on verra la prochaine fois, dans la prochaine vidéo que je vais tourner très très rapidement, c'est justement le cumul de ces deux méthodes. De la méthode critique en bleu, de la méthode Actor en orange qu'on vient de voir aujourd'hui. Et ce que nous promet l'auteur de l'article qui a imaginé cette méthode, c'est que normalement on devrait avoir les avantages de l'un et de l'autre. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. La mise en œuvre se fera très rapidement parce qu'on a sous la main maintenant toutes les fonctions qu'il faut. Donc on fera un petit test avec quelques courbes. Voilà pour cette petite vidéo sur cette méthode Actor. Donc vous avez vu, c'est relativement simple, c'est un peu différent de la dernière fois. Là on va faire moins log de la probabilité, ce que nous donne notre réseau multiplié par l'espérance des gains. C'est simple à mettre en œuvre. Alors c'est bien parce que ces méthodes, on le voit, tournent avec des réseaux de neurones qui sont plutôt modestes et ça apprend relativement vite. Par contre, cette méthode est tout de même, quand on l'essaye, on voit qu'elle est un petit peu plus instable. Il y a des choses intéressantes. Elle peut donner des résultats qui sont meilleurs, mais la plupart du temps, elle est relativement instable. Donc comme d'habitude, vous savez, je vous laisse tout le code sur mon GitHub. L'adresse du lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. Et très rapidement, je vais tourner la vidéo sur le cumul des deux méthodes, les réseaux acteurs critiques, la méthode acteur critique. En attendant, je vous dis à bientôt.